Salut à tous et bienvenue dans la deuxième partie consacrée à l'évolution du mythique pistolet de George Luger. Si vous n'avez pas vu la précédente vidéo, eh bien allez la voir car après avoir étudié les Parabellum de 1900 à 1918, on va maintenant aborder la partie de 1918 à aujourd'hui. La fin de la Première Guerre mondiale se clôt avec la signature du traité de Versailles. Ce traité impose à l'armée allemande des contraintes draconiennes, comme par exemple de se limiter à 100 000 hommes et de ne plus avoir ni tanks, ni avions, ni sous-marins. C'est aussi une période de troubles importants que va vivre l'Allemagne en ce moment, mais je ne m'attarderai pas sur ces détails. Les arsenaux impériaux tels que Spandau et Erfurt seront définitivement fermés. Il va de soi que toutes ces contraintes ont eu des effets importants sur la production des Parabellum. Cela commence par le marquage de la date 1920 sur le tonnerre des P08, qui est une marque de propriété de l'État. Pour répertorier dans ses inventaires les différentes armes, l'armée allemande va faire apposer ce marquage sur chacune de ses armes et aussi pour les distinguer des armes civiles récupérées après la révolution spartakiste des années 1918-1920. Selon le traité de Versailles, toute arme non répertoriée dans la Reichswehr doit être détruite. On peut aussi trouver des LP08 ou des P04 de marine qui ont été transformés avec un canon de 10 cm et avec le marquage 1920. Le traité de Versailles sera maintes fois contourné par les militaires allemands et une des façons de le contourner fut de maintenir une force policière importante et de l'armer lourdement, puisque ces effectifs-là n'étaient pas pris en compte dans ceux de la Reichswehr. La police allemande de l'époque fut donc équipée de P08 ainsi que de nombreux autres pistolets en 7,65 Browning. Ils se reconnaissent grâce à un marquage sur l'avant qui correspond au commissariat. Certains P08 se distinguent avec l'ajout de deux sécurités, Chiwi, vous me pardonnerez mon accent, qui permet de bloquer la gâchette au démontage de la plaque de recouvrement. Et la deuxième Walter qui bloque la détente lorsqu'un chargeur est enlevé. Ces sécurités seront en place jusqu'à des productions de 1935, puis une directive demandera la suppression de la sécurité Walter, ce qui fait que les modèles de police avec la sécurité Walter toujours en place sont assez rares. Dans les années 20 et 30, le Parabellum de Luger reste une arme de choix pour le marché civil, et plus particulièrement américain. Pourtant, le traité de Versailles interdisait l'export d'armes de guerre. Le problème fut contourné en proposant au marché civil des armes chambrées en 7,65 Parabellum, contrairement aux P08 dits de guerre, qui sont en 9 mm. Ces armes purent aussi être montées avec des canons différents et des hausses différentes par les importateurs américains. A noter aussi que le nom DWM disparaît en 1922 au profit de BSIW. Mais le logo DWM restera sur les pistolets jusqu'en 1935 environ, car il y avait un stock de pièces assez conséquent. Une seconde vague de Parabellum importés aux USA se distinguera avec les marquages en anglais du mot Safe sur la sécurité et du mot Loaded sur l'extracteur. On peut noter aussi que la même année, une commande sera effectuée par la Finlande pour des pistolets en 7,65 Parabellum sous la dénomination de M23. Du côté de la Suisse, il y a eu une modification de leur modèle 1906 en 1929. La Suisse produisait ses propres Parabellum depuis 1918 environ, et donc apporta une amélioration afin de simplifier la fabrication de ce pistolet. Ce modèle se distingue très facilement pour la forme de son tonnerre rond, sa sécurité plus simple, les oreilles de la genouillère lisse et une pédale de sûreté plus longue. Il y aura aussi d'autres simplifications en interne ainsi qu'un changement de la visée. A noter aussi que certains modèles se voient poser des plaquettes orange d'une manière appelée canvasite. Ce modèle 629 sera fabriqué jusqu'en 1946 et remplacé en 1949 par le SIG P210, très apprécié des tireurs sportifs. En 1930, la DWM souhaite se consacrer à la production de munitions et cède ses machines à la firme Mauser. Mauser continuera à fabriquer des modèles commerciaux pour l'export et du matériel destiné à l'armée allemande. En 1933, l'arrivée d'Hitler au pouvoir permet la reprise d'une production d'armement plus intensive et dès 1934, la production de Mauser se focalise sur les armes destinées à équiper la Wehrmacht, même si la production de modèles commerciaux continue en parallèle. Bien sûr, entre 1930 et 1936, on va trouver différents modèles, et même au début de production de Mauser, des armes encore marquées du logo de la DWM, comme il y avait des pièces disponibles. Ces modèles commerciaux de Mauser sont extrêmement variés. On peut noter pêle-mêle les contrats commerciaux US, suisses, palestiniens et réglementaires vers la Perse, la Turquie, le Portugal, les Pays-Bas
et même le SIAM. On va se focaliser sur la production destinée à la nouvelle armée du Reich. Donc comme je le disais, en 1933, Hitler relance la production de l'armement, et donc des pistolets Luger P08. Ces contrats s'identifient facilement par un trou dans la fixation de crosse. Cela ne sert à rien au niveau de l'utilisation de l'arme, c'était uniquement pour faciliter la fabrication. La méthode de bronzage change aussi vers 1937, car les petites pièces qui étaient jaunies et bleuies seront toutes bronzées dans une teinte noire, car trempées en même temps, ce qui permet un gain de temps de production non négligeable. Au niveau des marquages, la date ne sera plus inscrite sur le tonnerre, sans doute pour tromper les contrôleurs du traité de Versailles. Une lettre désignera une année, et on aura la lettre K pour 1934 et G pour 1935. Finalement, en 1936, la date revient entièrement et sera raccourcie aux deux derniers chiffres en 41 et 42. La fameuse Mother Banner n'est plus apposée mais est remplacée par un code correspondant à une année, comme par exemple S42 entre 34 et 41 et BIF pour les années 41 et 42. Enfin, à partir de 41, le marquage P08 sera appliqué sur le côté gauche de la carcasse. Autre point notable, c'est l'adoption en 1925 des chargeurs à fond aluminium et de plaquettes de poignées en plastique vers 1941, partie qui était jusqu'alors en bois. La fabrication des P08 prendra fin chez Moser en 1942 avec l'adoption définitive du P38, mais l'assemblage de pièces continuera. Une fabrication particulière et très prisée des collectionneurs est le modèle Krieghoff. Krieghoff était un armurier basé dans la ville de Sul et qui accepta en 1934 un contrat de la Luftwaffe pour des P08. Durant cette période, il faut savoir que l'usine Moser n'était pas en capacité de fournir toutes les demandes et la priorité était l'armement de la Wehrmacht. La Luftwaffe, comme d'autres corps d'armée, dut donc se procurer de son côté son armement et c'est pourquoi elle se tourna vers un armurier comme Krieghoff. La qualité de fabrication des modèles Krieghoff est excellente et se porte à 11 000 exemplaires seulement. Krieghoff fabriquera aussi les MG-13 équipant les bombardiers allemands ainsi que les très célèbres FG-42. Ces modèles se distinguent très facilement par le logo de la firme apposé sur la genouillère, une encre de marine avec les lettres H et K, le nom de Krieghoff et la ville de Sul. Il peut y avoir de légères différences selon les productions. Au niveau du tonnerre, on peut noter qu'en début de production, Krieghoff utilisera les mêmes codes que Moser, mais abandonnera très vite ces codes pour afficher directement la date. La production principale de 10 000 pistolets intervint entre 1935 et 1937. Cependant, une petite commande de 1000 P08 de la Luftwaffe en 1940 relança l'activité, et au final, des P08 seront assemblés jusque même en 1945, où les soldats américains friands des pistolets Luger achèteront sur place des souvenirs. Les plaquettes bois du début seront remplacées à partir de 1937 par des plaquettes en plastique brun ou noir. Parmi les rares modèles commerciaux de chez Krieghoff, il existe quelques variantes en 7,65 para, ainsi que des versions avec un canon de 15 cm particulièrement rares. Il est impossible d'aborder l'histoire des P08 sans parler des contrats portugais. Je ne l'ai pas abordé dans la première partie, mais le Portugal était doté depuis 1908 d'un Parabellum modèle 1906. Ces premiers modèles livrés pour l'armée portugaise et chambrés en 7,65 sont naturellement marqués sur le tonnerre d'un M2, faisant référence au nom du roi, Manuel II. Une autre commande de pistolet en 9 mm pour la marine se verra aussi marquer des attributs royaux, mais en 1910 la royauté est renversée, et donc le marquage changera lui aussi avec les lettres RP, signifiant République du Portugal. En 1935, l'armée portugaise passe un petit contrat pour des pistolets marqués GNR, avec un canon de 12 cm et en calibre 7,65 Parabellum. D'autres petites commandes suivront pour des pistolets à canon de 10 cm et chambrés en 9 mm para sur les années 35, 37, 40 jusqu'à 1943. Ces pistolets se distinguent naturellement par une écriture en portugais du mot sécurité et chargé. Sauf pour les contrats de 1942 et 1943 qui conserveront les marquages allemands, probablement pour faciliter une production en temps de guerre. A noter que le pistolet du contrat de 1942 sera parkérisé par les Portugais, car cette peinture protégeait mieux les armes dans les climats tropicaux des colonies, et lui donne donc cet aspect mat. Il est probable que les dernières commandes n'aient pas été totalement livrées à cause de la guerre. À la fin de la guerre, les Alliés et l'URSS se divisent l'Allemagne. La France obtient le territoire du Württemberg, là où se situe l'usine Moser. Il n'y a presque plus d'armes dans l'usine, mais de nombreuses pièces détachées. La France va donc fabriquer des armes allemandes en 1945 et 1946 avec ce qu'il reste, et produire des 98K, des carabines en 22 LR, des P38, des HSC et bien sûr des pistolets P08.
L'usine Moser sera détruite en 1947 suite à des accords avec l'URSS. Globalement, la finition de ces pistolets est inférieure à ceux construits par Moser avant 1942. Alors on peut distinguer différentes variantes de ces P08, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Certains ont une étoile caractéristique devant le numéro de série, d'autres portent encore les poinçons du Troisième Reich, etc. Le chargeur, quant à lui, dispose d'un fond alu et son corps est bronzé. Sur la genouillère se trouve le Moser Banner, donc version commerciale. Il n'y a pas de date sur le tonnerre, mis à part pour la dernière variante, 42. Je l'ai déjà abordé sur la chaîne, mais il y a eu quelques exemplaires très rares du Luger artillerie avec canon de 20 cm qui ont été assemblés par la France. Toutes ces armes allemandes fabriquées par la France ont pu être utilisées lors des conflits en Indochine ou en Algérie. Du côté de l'URSS, l'armée soviétique dispose de stocks importants d'armes du Troisième Reich, et particulièrement des P08. Elle équipa donc sa police en Allemagne de l'Est avec ses pistolets. C'est ce qu'on appelle les Luger Vopo pour Volkspolizei. Ces armes ont subi des modifications avant d'être livrées aux forces de police, comme le changement du canon. Les plaquettes sont en plastique avec un rond au milieu. On peut y trouver un blason de la Volkspolizei côté gauche de la carcasse, en plus d'autres poinçons russes. Le bronzage, quant à lui, est refait et est assez grossier. Ces pistolets Vopo sont probablement les moins recherchés par les collectionneurs. La firme Moser fut reconstituée dans les années 50 pour fabriquer principalement des fusils de chasse. Mais la demande pour des parabellums était croissante, surtout du côté des USA. De nombreux soldats américains ont pu rapporter comme souvenir des P08, et le pistolet garda une très grande popularité. Mais seules les machines des ateliers suisses de Berne subsistaient. Et ces machines étaient prévues pour fabriquer des modèles 629, avec différentes versions pour se rapprocher du modèle réglementaire allemand, ainsi que des modèles commémoratifs. Moser produisit des parabellums jusqu'au début des années 90. Le pistolet Luger fascine encore aujourd'hui de nombreux collectionneurs à travers le monde par son histoire et la diversité de ses modèles et accessoires. Même encore aujourd'hui, une firme américaine produit un Luger chambré en 45 SCP, qui est une reproduction du rarissime parabellum de 1907 pour les tests de l'armée. La deuxième partie de la vidéo touche à sa fin sur l'épopée du pistolet Parabellum de 1918 à aujourd'hui. Comme vous avez pu le constater, l'histoire de ce pistolet est très complexe et je n'ai pas abordé tous les modèles ni tous les contrats car ils sont très nombreux. Je n'ai pas non plus abordé les accessoires qui sont un thème de collection à part entière. Encore une fois, pour approfondir le sujet, il vous faudra acheter une bonne documentation. Je vous remercie d'avoir suivi et regardé jusque-là et je vous dis à la prochaine.